La lecture, nourriture de l'esprit, vrai moyen de culture. La lecture, moyen le plus sûr de sortir de nos murs. Lire. La lecture, nourriture de l'esprit. Monsieur le directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Goundiara, Monsieur les membres de la direction générale de l'ISIC de Goundiara, Monsieur le représentant de l'Armateur d'ISIC, Monsieur le représentant d'Amnesty International, chers amis, distingués invités, bonjour. À ce jour solennel, permettez-moi de prendre la parole au nom du groupe les amis du livre de la licence 3 communication de l'Institut supérieur de l'information et de la communication pour vous dire combien de fois nous sommes satisfaits et heureux de vous accueillir, mais surtout de vous souhaiter les bienvenus dans notre institut. En effet, l'événement qui nous réunit ce matin est essentiellement consacré d'une part à l'histoire de la presse de notre pays et d'autre part la mise en pratique des connaissances théoriques acquises en communication événementielle initiée par la direction générale de l'ISIC. Se rappeler des années de gloire de cette presse guinéenne, c'est revivre et se rappeler des meilleurs moments de l'histoire des grands hommes et des grands événements qui ont marqué notre pays. Nous espérons donc qu'à travers cet échange riche que nous allons faire avec ce brillant auteur, vous serez édifiés sur les grandes lignes, mais surtout les parcours extraordinaires de notre presse qui a tant œuvré pour le bonheur de toute la population guinéenne. Nous ne saurons terminer notre discours sans remercier la direction générale de l'ISIC pour ses formations et ateliers qu'elles organisent pour l'épanouissement des étudiants sur la chaîne nationale, mais aussi nos remerciements vont à l'endroit de nos invités qui n'ont ménagé aucun effort pour honorer cet événement malgré les multiples occupations. Vive l'ISIC, vive l'école guinéenne, vive la presse guinéenne. Avec l'écrit, rappelons-nous de l'histoire de la presse guinéenne. Je vous remercie. Notre auteur, de nom de Dr Bangali Camara, est né le 15 juin 1963 à Conakry. Il a fait ses études primaires à l'école primaire de Dabondi et le collège à Matam. Admis en 1979 au BEPC, Dr Bangali Camara a fait les sciences exactes au lycée de Matam. En 1983, il a été orienté à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il a fait la physique avant de décrocher un concours pour le Maroc, d'où il fera les sciences de l'information et de la communication. Il se spécialisa en gestion de l'information et de la communication des masses. De retour en Guinée en 1996, Dr Bangali Camara fut journaliste reporter à la radio-télévision nationale, RTZ. Il dirige aujourd'hui l'Institut supérieur de l'information et de la communication, dont il est le porteur de projet. Il est l'auteur de plusieurs livres qui sont, premièrement, vous avez Manuel de couverture médiatique des événements, publié par Harmattan Guinée en avril 2011 et préfacé par Mohamed Kondé. Vous avez également Guide pratique du journalisme débutant, publié par Harmattan Guinée en avril 2014 et préfacé par Georges Cazelia. Vous avez l'œuvre qui nous réunit ce soir, cet après-midi, de la radio banane à la voix de la révolution, publié le 1er octobre 2017 par Harmattan Guinée et préfacé également par Mohamed Kondé. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Avec l'écrit, rappelons-nous de l'histoire de la presse guinéenne. Que veut dire
de la radio banane à la voix de la révolution. Voilà en quelque sorte le résumé. L'œuvre intitulée de la radio banane à la voix de la révolution est un travail divisé en 3 périodes qui sont: la première période s'étend de 1950 à 1955. L'ouvrage nous laisse comprendre que dans cette période, la radio était au service de la métropole afin de servir les intérêts exclusifs des plantaires européens, franco-syriens et les franco-libanais. Elle donnait des informations sur le mouvement des navires bananiers et d'autres transports de produits. Cette période coïncide avec la relance économique en Europe et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième période, de 1956 à 1958, la radio a participé activement à l'éveil des consciences, à la lutte pour l'indépendance nationale et à l'émancipation du continent. Elle a joué un rôle important dans la mise en place des structures de gestion en Afrique et singulièrement en Guinée. La loi cadre du 23 juin 1956 a favorisé la participation des Africains à la gestion et la prise de décisions importantes pour leur développement. Dernièrement, au cours de la troisième période de 1958 à 1984, la radio a contribué à la consolidation des acquis de l'indépendance nationale, à la lutte de libération des peuples africains encore sous le joug colonial et à la valorisation de la culture nationale et africaine. Elle a joué un rôle de premier plan dans la propagande révolutionnaire et s'est illustrée comme porte-voix de l'Afrique combattante. Plus de précision, vous l'aurez avec Dr Bangali Camara. La lecture, nourriture de l'esprit. Merci infiniment Ibrahim Kolombaldé. Et là, tout est maintenant clair, je crois. C'était juste un avant-goût. Et donc, nous allons passer la parole à l'auteur de l'ouvrage La radio banane à la voix de la révolution, qui va nous donner ses impressions, la raison du choix de la radio banane, mais surtout ses motivations. Qu'est-ce qui l'a le plus marqué et qu'est-ce qui l'a le plus poussé, n'est-ce pas, à s'investir plus dans l'ouvrage qu'on peut nommer de la radio banane à la voix de la révolution. Donc, sous vos applaudissements, j'aimerais qu'on reçoive Dr Bangali Camara, auteur de l'ouvrage La radio banane à la voix de la révolution et directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Quand je demande les gens, c'est quoi la radio banane, quelle est son histoire se résumait tout simplement que c'était un média qui donnait des informations sur le mouvement des navires bananiers. Moi, je me posais la question, mais est-ce que son seul rôle se limitait à cela? Parce que quand vous regardez l'histoire de l'introduction de la radio en Afrique noire, quand vous lisez le livre de Jean Tudès, vous vous rendez compte que les radios ont beaucoup contribué à l'éveil de conscience et surtout à l'indépendance, à l'acquisition de l'indépendance dans les pays. Mais chez nous, cette histoire n'existait pas. On ne connaissait pas. On dit tout simplement que c'est une radio qui donnait des informations. Alors je me suis aventuré à trouver des informations sur la radio banane. La première personnalité que j'ai contactée qui n'est pas de ce monde, c'est le doyen Nabioula, qui fut un ami de mon papa. Je suis allé le voir, je lui ai dit, papa, j'aimerais travailler sur l'histoire de la radio banane. Il m'a dit, c'est une très bonne idée, mon fils. Il m'a sorti le livre de Roland Pré, le premier gouverneur de la Guinée coloniale. Il m'a sorti son livre, parce que Roland Pré a été un ingénieur minier, et c'est lui qui avait dessiné, si vous voulez, le plan de développement de la Guinée, et secteur par secteur. Il m'a sorti son livre, et ce livre, en le lisant, ça m'a permis de voir quel a été le contexte de la création de la radio banane. Et quand j'ai fini de lire ce document, je suis revenu le voir et j'ai commencé à lui poser des questions sur la radio banane. On a parlé des coopératives bananières qui étaient installées en Guinée, les différentes coopératives qui avaient été créées. On a parlé aussi
le port de Benti, la construction du port de Benti, pour permettre à la métropole de venir prendre les bananes à la rivière du Sud pour l'amener en Europe, parce qu'à l'époque, l'Europe avait un besoin pressant des agrumes, notamment la banane. Et la banane guinéenne, c'était le Mutissa, qui était beaucoup plus prisé en Guinée. Alors, cette banane-là était sollicitée, beaucoup plus sollicitée en Europe. Donc, les Européens envoyaient, n'est-ce pas, leur cargo pour venir prendre la banane. Alors, j'ai eu de petits entretiens avec, plusieurs fois d'ailleurs, d'entretiens avec le doyen Nabioula. Et puis, la deuxième personnalité que j'ai rencontrée, c'était Elhadj, là aussi, il n'est pas de ce monde, c'est Elhadj Ibrahim Mongo Diallo, qui fut notre ministre, qui fut un grand journaliste et qui fut un des acteurs clés de la voie de la Révolution. Je suis allé le voir, il était malade, parce qu'il il était vieux, il avait des pertes de mémoire, mais je suis allé le voir quand même, j'ai échangé avec lui. Il m'a aussi encouragé, il me dit c'est intéressant, ça serait une bonne chose. Alors, lui aussi, il m'a donné des informations sur la radio banane, mais dans notre échange, j'ai compris qu'il était beaucoup plus versé dans la révolution, parce que c'est la révolution qui les a vus prospérer, n'est-ce pas, dans le métier de journalisme. Donc, parce qu'au départ, je ne voulais pas traiter la voie de la révolution, parce que je voulais tout simplement parler de la radio banane. Mais après, au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai eu le goût d'aller vers la révolution. Et du coup, quand je suis arrivé au niveau de la révolution, j'ai découvert autre chose. Parce que vous savez, à partir de 1958, nous avons eu notre indépendance. En 1959, nous sommes... C'est-à-dire qu'on a quitté la radio banane, qui était une radio de la métropole. On est venu vers une radio Guinée, qui est maintenant une radio de propagande révolutionnaire. Et la vocation de la radio, vous le comprendrez plus tard, la propagande politique au lieu de révolutionnaire, c'était une radio de propagande politique à partir de 1957. Parce que Sékou Touré, qui était un syndicaliste, avait réussi, parce que là aussi, je suis allé aux archives nationales, où j'ai déterré beaucoup de documents, surtout le journal officiel de la Guinée française, parce qu'à l'époque, on appelait la Guinée française. Et dans ce journal officiel, j'ai découvert pas mal de choses, des informations sur la radio banane, mais également les informations sur la radio guinéenne. Et dans ce document, au niveau des archives, je suis tombé sur un document, c'était comment on appelle ça, je crois que c'était un arrêté, et l'arrêté instituant le service de l'information, de la presse et de la documentation. Et ce service de l'information, de la presse et de la documentation relevait directement de Sékou Touré. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1956, déjà, il y a eu la loi Gaston Defferre. La loi Gaston Defferre qui donnait la possibilité aux colonies de se prendre en charge, en fait, de participer à l'administration de leur territoire. C'était à la faveur de la réforme constitutionnelle en France. De Gaulle avait décidé donc que les colonies se prennent en charge, qu'on leur permette de s'administrer. Alors Sékou Touré a fait en sorte que le service de l'information, de la presse et de la documentation et de logement, j'allais dire, parce que c'était toi, de logement, relève de son portefeuille. Donc, il avait ce portefeuille et à la lecture de cet article, finalement, j'ai compris que c'était quelque part une stratégie pour lui de récupérer progressivement la radio. Parce que, comme je vous le disais au départ, c'était une radio de la métropole qui servait la métropole et la métropole avait tout le contrôle sur la radio. Mais progressivement, avec l'implication des autochtones dans la gestion administrative de leurs affaires publiques, donc Sékou Touré avait fait en sorte que le portefeuille, c'est-à-dire la radio, soit dans son portefeuille, c'est-à-dire le service de l'information, de la presse et de la documentation relève de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Lorsque nous sommes arrivés en 1957, en 1957, déjà, les premiers mouvements politiques ont commencé en Guinée. Parce qu'il fallait... les partis se sont créés et le mot d'ordre, il fallait aller à l'indépendance. Mais on ne pouvait pas dire ouvertement à l'indépendance parce que la métropole était encore là. Et subtilement, Sékou Touré
a investi la radio de façon progressive, de façon intelligente et subtile. Il a intégré la radio en demandant à ce que certaines langues locales soient dans le programme de la radio. Parce qu'au départ, c'était la langue française. On diffusait que la langue française et surtout sous la... Parce que quand on parle de la radio banane aussi, quand on parle de la Guinée en tant que pays producteur de la banane, il y avait le triangle bananier. C'est-à-dire c'était le littoral qui produisait beaucoup de la banane jusqu'à Mamou et en venant vers Forcaria, Koya et Dubreka jusqu'à Bofa. C'était ces régions-là qui produisaient beaucoup de la banane. D'accord? Alors, et le port de Benti servait à ce que les bananes soient transportées au quai pour que les bateaux, les Joliba, le Dubreka et puis les autres bateaux qui venaient prendre la banane venaient chercher. Alors, à partir de 1957, à la faveur donc des mouvements politiques, Sékou Touré a cherché à introduire des langues locales. Et ces langues locales ont joué un très grand rôle parce que c'était pour lui une stratégie de contourner un peu le contrôle de la métropole pour pouvoir passer certains messages en faveur de l'indépendance. Donc il fallait non seulement préparer la conscience collective des Guinéens pour l'indépendance, mais également il fallait faire passer certains mots d'ordre. Vous allez les voir comment il a fait, et c'est ça qui m'a fasciné beaucoup plus dans ce travail. Sékou Touré a utilisé les chansons locales, les folklores, parce qu'avant c'était après le programme, par exemple, les informations que donnait, par exemple, la radio Banane, si je prends l'époque de 50-55, c'était la musique occidentale, la musique française. La musique locale où les folklores, nos folklores ne se retrouvaient pas dans la radio, on ne donnait pas ces chansons-là pour permettre à la population de pouvoir, si vous voulez, écouter la radio avec une certaine nostalgie. Il n'y en avait pas, c'était les chansons françaises. Et il y avait deux chansons, c'est le Minuit, la chanson Minuit, qui était une chanson qui rappelait un peu les affres de la colonisation. Ces chansons-là avaient été supprimées. On ne les diffusait pas parce que ça rappelait un peu les problèmes de la colonisation. Parce que Minuit, c'était une chanson qui avait été composée par Fodéba Keita. Et c'est une chanson qui rappelait, si vous voulez, la tragédie, n'est-ce pas, d'un Guinéen, d'un villageois, qui avait sa petite amie fiancée Sona, et un blanc est tombé amoureux de Sona. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré éliminer le prétendant pour avoir la femme, pour avoir Sona, et Sona s'est suicidé. Et là, à la fin, les refrains, ça rappelait un peu cette colonisation. Donc, les Blancs avaient supprimé tout ça. Alors, Sékou Touré, quand il est arrivé, quand il avait la possibilité de rentrer dans la gestion de l'administration, il a essayé d'introduire les folklores du terroir dans les émissions, dans les programmes de la radio. Et ces chansons, les chansons de la Basse-Côte, de Fouta, etc., c'était des chansons à connotation idéologique. C'était des chansons qui étaient porteuses de messages. Et c'est comme ça que les messages se distillaient, n'est-ce pas, en direction de la population pour les amener progressivement à faire une prise de conscience de la nécessité d'aller vers l'indépendance. Et donc, la radio a joué un rôle actif dans l'acquisition de l'indépendance. Donc, on sort de la période de l'indépendance, de la Guinée indépendante. En 1958, vous savez, quand on a voté, il y a eu... le vote, le non a été à plus de 98%, 98% ou 80%, en tout cas plus de 90%. Parce qu'en termes de chiffres, il y a eu 26 000 Guinéens qui ont dit oui, qui ont voté oui. Et ces 26 000 Guinéens qui ont voté oui, les colons blancs leur ont dit, écoutez, nous partons. Mais si vous restez ce régime, on ne fait pas confiance, il faut partir. D'accord? Ceux-là ont commencé à immigrer la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les pays limitrophes. Ils sont rentrés, ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont commencé à faire une campagne de dénigrement sous la houlette de la France, une campagne de dénigrement contre la Guinée. Et cette campagne de dénigrement, d'abord, ça a été de sabotage aussi, dénigrement et sabotage,
parce que notre économie, c'est pourquoi nous sommes très vite, en 1960, nous avons créé notre propre monnaie. Parce que 58 jusqu'en 59, on était dans la zone CFA. Sékou Touré n'a pas voulu sortir de la zone CFA. Parce que Sékou Touré, qu'est-ce qu'il réclamait? Il demandait tout simplement, il a demandé tout simplement aux colons, donnez-nous notre indépendance, et puis nous collaborons avec vous. Nous voulons aller avec vous dans le partenariat égal-égal, et puis, mais en ayant notre indépendance. C'était ça, sa revendication. De Gaulle, la proposition française, c'était d'aller dans la communauté. Sékou Touré dit, on ne peut pas aller dans la communauté si on n'est pas indépendant. Donnez-nous notre indépendance, et puis si vous voulez, on peut créer la forme de communauté qu'il faut, on rentre dans la communauté. Voilà un peu le truc. Alors, lorsque nous avons été les premiers à dire non, ça a été un choc frontal, ça a été une guerre d'orgueil entre deux, l'orgueil gaulliste et l'orgueil mandingue se sont affrontés, et finalement, la France a mis toute sa batterie en marche pour faire revenir, parce que, je vous dis, l'intention de la France était de faire revenir la Guinée sur sa décision de non. Et la France en était persuadée que la Guinée allait revenir. Donc, ils ont fait des campagnes de sabotage de nos produits qui étaient exportés, les bananes qui partaient vers le port de Marseille ou le port de Havre étaient sabotées, et les bananes pourrissaient là-bas, personne ne les achetait. Et en plus, on a commencé à jouer sur notre économie. On a fait introduire on a fait une massification de la monnaie en introduisant beaucoup de billets dans le pays pour dévaluer notre monnaie et faire agenouiller la Guinée. C'est pourquoi en 1964, à la faveur de la loi 464, Sékou Touré est allé vers la radicalisation, c'est-à-dire la nationalisation de toutes les entreprises qui étaient en Guinée. Donc il n'a pas fait parce qu'il voulait le faire, mais il a fait, c'était pour préserver et pour sauvegarder l'économie nationale. Donc qu'est-ce qui s'est passé à cette époque alors? Lorsqu'il y a eu ces Guinéens qui sont partis, cette campagne de dénigrement et cette campagne de sabotage avait commencé de la part de la métropole, qu'est-ce que Sékou Touré a fait? Et c'est là que j'ai découvert encore le rôle que la radio a joué et surtout le rôle que nos artistes ont joué pour la préservation des acquis de l'indépendance. Alors qu'est-ce qui se passe? Sékou Touré avait envoyé une mission dans toute la Guinée pour aller voir les chansons, les folklores, tout ce qui est culture, tout ce qui est musique, n'est-ce pas, de la Guinée. Et il a investi la radio à travers ces chansons-là. Et ces chansons avaient une forte connotation. Une des chansons que j'ai écoutées quand j'étais petit, c'était la chanson de Fodé Conté. Simitimuna Sandemuna, Eleti Fokakuluma. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai découvert que ce n'était pas une chanson comme ça, en disant qu'il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche, tous les jours, si tu viens en retard, on t'envoie vers le Mont Kakuluma pour les travaux pénibles. C'était pour rappeler la population, nous avons dit non, assumons notre non. Rappelons-nous de ce que nos aïeux ont vécu comme problème. C'était cette chanson qui disait ça. Si je prends la chanson La Guinée no Woli comment on appelle ça l'artiste? Soribobo, de l'abbé, La Guinée no Woli. En Poula, ça veut dire la Guinée est bon, hein? Et bien. Alors, c'était des chansons qui étaient à dessin, qui passaient à longueur de journée de la radio, pour rappeler à ces nostalgiques-là qui sont partis, pour dire la Guinée est bon. Si je prends la chanson de Kade Yawara, qui disait la Guinée Benna, hein, la Guinée Benna, en fait, on est d'accord pour l'indépendance, on est de tout ça là. C'était des chansons que, et si vous prenez aussi la chanson de Sori Kanya, c'était des chansons qui étaient faites à dessein pour la préservation des acquis de l'indépendance et pour mobiliser. Il y a une chanson d'ailleurs célèbre de Bembe Azaz, c'est Mo Beni Barale. Mo Beni Barale, qui est une chanson reprise de Bembe Azaz, qui rappelait les Guinéens qui avaient quitté la Guinée et qui étaient de l'autre côté. Et je pense que cette chanson avait tellement marqué les consciences qu'il y a eu une vague de Guinéens qui sont rentrés dans leur pays pour dire, en fait, ce que les Blancs nous disent, c'est pas vrai, c'est ça. Je me rappelle aussi d'une des phrases de Camara Lai, lorsqu'il a écouté
une fois la nostalgie de la Guinée qu'il avait, parce qu'il ne rentrait pas, il avait la nostalgie de la Guinée. Et quand il écoutait pour la première fois, il a écouté des chansons de Soro Kangé, il a écrit dans son livre Dramos. J'ai un extrait dans ce livre-là. Donc tout ça là, c'est pour vous dire combien de fois la radio a joué un rôle à travers en utilisant les folklores. Et une autre étape très importante de la radicalisation, parce qu'on va rentrer dans la radicalisation, c'était à partir de 1964. 64, finalement, pour contrer, si vous voulez, les velléités de la métropole, de la France, qui avait encore de l'espoir que la Guinée allait revenir avec la France, parce qu'il faut savoir, l'histoire entre la Guinée et la France, c'était comme une histoire entre un mari qui voulait une femme et qui l'aimait tant, qui voulait tant le chérir, et à un moment donné, la femme lui a tourné le dos. Et le mari en est devenu jaloux, haineux. Il a voulu maintenant à tout prix que la femme le revienne. Et la femme aussi a tenu tête et dit « je ne reviens pas ». Imaginez un peu ce combat. C'est ce combat-là que nous avons mené jusqu'en 1978. C'est à la partie de 1978, à la faveur du changement de régime, De Gaulle est mort, et puis les socialistes sont passés, et puis quand Giscard est venu, on a renoué un peu notre histoire. Donc c'est comme ça les choses se passent. Mais alors, on va arriver peut-être à une période qui est très importante, c'est la Révolution. La période de la Révolution, parce que la Guinée s'était inscrit, il s'était fixé une ligne directrice. La ligne directrice, c'était quoi? C'était de défendre l'Afrique. C'était de faire en sorte que tous les pays qui étaient encore sous le joug colonial aient leur indépendance. C'était ça. Et deuxième chose, la Guinée s'est donnée pour ligne directrice de valoriser la culture nationale et de valoriser la culture africaine. Parce que Sékou Touré disait que c'est par la culture que les Blancs nous ont colonisés et c'est par la même culture qu'on peut, comme on appelle, nous affranchir de cette colonisation. Donc il a utilisé la culture. C'est pourquoi, à un moment donné, la voie de la Révolution a pris une dimension culturelle très importante et qui a bercé pratiquement toute l'Afrique, parce que toute l'Afrique nous écoutait. Et sous le plan d'investissement, pour vous dire que Sékou Touré était réaliste dans ce qu'il faisait, il avait conscience de ce qu'il faisait, il a mis le paquet. Il a débloqué beaucoup d'argent pour doter la Guinée, la radio Guinée, des émetteurs très puissants. Et nous étions reçus jusqu'en Australie, jusqu'à Guadeloupe, à travers la station terrienne de Wankifon. La Guinée était reçue jusqu'à Guadeloupe. On était écouté en Éthiopie, en Ouganda, etc. Donc, ce qui faisait que tout ce que la voie de la Révolution disait en Guinée, tout le combat que la Guinée menait contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, contre, je ne sais pas, les fantoches africains. Les fantoches africains, à l'époque, c'était Senghor et Houphouët, qui étaient les fantoches africains. Tous les combats que la Guinée menait à l'époque étaient relayés partout en Afrique. Et donc, cette radicalisation, parce que la radicalisation a commencé en réalité à partir du 25 août, lorsque De Gaulle est venu ici. Quand il est venu, et Sékou Touré a prononcé son discours, De Gaulle a dit « Nous vous donnons votre indépendance si vous votez le 28 ». C'est à partir de là que la radicalisation a commencé. Donc, la campagne était devenue ouverte et on a commencé maintenant à se positionner parce que Sékou Touré aussi, c'était malinqué, il avait l'orgueil mandingue, il fallait qu'il préserve ça. D'ailleurs, Jean Lacouture a écrit dans ce sens, il dit qu'il y a eu deux noms qui ont fustigé, en fait, qui ont gelé les relations franco. Le nom du 28 septembre et le nom de De Gaulle, je crois, en décembre de la même année, à la Guinée, lorsque la Guinée lui a tendu la main. Parce que je suis allé jusqu'à découvrir, c'est pourquoi finalement, ma vision par rapport à cette indépendance, le fait qu'on ait dit non, j'ai dit la Guinée avait bien raison de dire non. Parce que je suis allé jusqu'à découvrir un écrit de Sékou Touré, parce que moi je me dis, hein, c'est la limite. Adressé à De Gaulle pour dire, vous êtes mon père, tendez-moi votre main, ouvrez-moi les portes. Et De Gaulle a décliné. Je pense qu'un président de la République, c'est la limite qu'il peut faire. Il le considère comme son père, il le demande vraiment de l'ouvrir les portes. Parce que De Gaulle avait verrouillé tout, partout où la Guinée pouvait. C'est pourquoi, quand on parle de Sékou Touré un dictateur, c'est la France qui a fait de Sékou Touré un dictateur. Ils l'ont formaté, ils l'ont conduit dans ce sens. Sinon, qu'est-ce qui nous a amené vers le socialisme? Ça, je peux vous le dire aussi. J'ai découvert tout ça. C'est parce que, tout simplement, lorsque nous avons eu notre indépendance, la France avait retiré tout de la Guinée. D'abord, la Banque centrale a été vidée. 1,3 milliard de francs CFA
ont été dévalisés, ont été pris dans le compte de la Banque centrale, transférés à Dakar la même journée. C'est-à-dire la journée de 28, d'ici le soir, ils ont transféré. À l'époque, on venait d'envoyer l'argent des fonctionnaires. La France venait d'envoyer l'argent pour le paiement de salaire des fonctionnaires. De Gaulle a ordonné à Mesmer de transférer tout ça. Ça a été transféré à Dakar. Tout notre argent. La Banque centrale était vide. La maman André l'a témoigné récemment que lorsqu'on prenait l'indépendance, il n'y avait rien dans la Banque centrale. Quels sont les pays qui nous aident? C'est les pays de l'Est. Et deuxièmement, quand Sékou Touré a demandé, parce qu'on ne peut pas aussi hériter d'un pays et qu'il n'y a pas de sécurité, quand il a demandé à la France de l'aider à équiper les policiers pour la sécurité, la France a décliné. C'est l'Union soviétique qui a envoyé les pays de l'Est, la Bulgarie, l'Union soviétique, la Roumanie et puis d'autres pays. Tous les pays de l'Est sont venus au secours, et les pays africains. Parce que même les anciens ont été retirés. Il avait demandé à tous les anciens de quitter. Et l'Afrique s'est mobilisée. Et ils ont envoyé, on a eu les Béninois. Vous avez vu, le Sénégalais Benzin a été ministre de l'Éducation nationale en Guinée pour voir un peu la vision panafricaniste de Sékou Touré. Et cette même vision panafricaniste, la radio Guinée a joué ce rôle, la voix de la révolution. Donc c'est ce qui a fait que, progressivement, on est rentré dans une phase de radicalisation. Et là, du coup, j'ai découvert les éditoriaux. Les éditoriaux de la voix de la révolution. Et ces éditoriaux, j'ai essayé de les décrypter pour comprendre un peu l'engagement des journalistes et aussi comprendre un peu la portée de ces messages, des messages qu'ils distillaient à travers l'Afrique, à travers la Guinée, à travers l'Afrique. Donc c'est le travail là que j'ai fait. J'avoue que je suis tombé sur quelque chose de fabuleux parce que j'ai vu des journalistes engagés. J'ai vu des journalistes qui défendaient la Guinée, parce que c'était les gens qui défendaient la Guinée, qui défendaient la voie de la révolution, qui défendaient la révolution guinéenne. C'est pourquoi je voudrais vraiment les saluer ici. Et pour tout le combat qu'ils ont mené, et cette radio donc, a évolué de cette façon jusqu'à 1977, on a eu l'arrivée de la télévision, jusqu'en 84. Donc voilà, 84, c'est une nouvelle histoire qui commence. Et je voudrais peut-être m'arrêter là. Je sais que c'est passionnant à raconter cette histoire parce que moi-même, à chaque fois que j'en parle, je découvre d'autres choses. Il y a d'autres idées qui me viennent en tête. C'est pour vous dire en quelque sorte que la radio a joué un très grand rôle. Comme d'ailleurs partout en Afrique, n'est-ce pas, la radio a toujours constitué un instrument de lutte pour l'indépendance nationale. Ça a été un instrument de lutte politique. Ça a été un instrument comment on appelle ça, en faveur de l'acquisition, la consolidation des acquis de l'indépendance. Ça a été un instrument de conscientisation populaire, ça a été un instrument, si vous voulez, d'information, d'éducation et de sensibilisation de la population. Je vous remercie. Comme je le disais dans la présentation des activités de l'événement, il y a des étudiants qui ont eu la chance de lire l'ouvrage. Ils ont lu en intégralité et dans cette lecture, ils ont eu l'espace à découvrir beaucoup de choses, mais certainement ils vont nous faire comprendre qu'est-ce qui leur plus remarquer dans l'espace de la lecture qu'ils ont eu à faire avec cette œuvre qui est la banane à la voix de la révolution. Ils sont trois, mais pour le moment nous allons appeler Alpha Camara pour son témoignage. Monsieur Alpha Camara, vous êtes demandé. Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Cela m'empêche de me présenter de nouveau. Je m'appelle Alpha Camara. Je suis étudiant en licence pour la communication d'entreprise de cet institut. Avant tout, je tiens à remercier le Dr Bagali Camara, journaliste communicant à la fois mathématicien, mais aujourd'hui l'auteur de cette œuvre sublime. Alors donc nous allons à peine de suivre la présentation. Concernant mon témoignage, je n'ai pas grand-chose à dire. L'important est que cet ouvrage est prépondérant jusqu'au superlatif absolu. Car après l'avoir parcouru, il s'est avéré que toutes les informations qui se pouvaient apprendre, je les ai apprises. Je veux parler de l'art, alors de l'expérience radiophonique à Guinée. Même si c'est vrai, c'est une façon résumée. Tous les talents cachés qui se pouvaient diriger, je les ai dirigés. Je veux parler de l'art, alors des grands éditorialistes
et tels que Ansoumane Bangoura. Enfin, tous les styles littéraires méconnus qui se pouvaient connaître, c'est bien ça connu. C'est peu dire que cet ouvrage est riche en couleurs morphologiques, syntaxiques, mais à la fois sémantiques. Bref, de préférence sensorielle. Alors donc, tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous exhorte de vous frayer chemin afin de le découvrir. Je vous remercie. Nous allons recevoir Alassane Camara. Lui aussi, il a lu l'ouvrage intitulé La radio banane à la voix de la révolution. Il va lui donner ses points de vue suite à la lecture de l'ouvrage. Bonjour tout le monde. Je suis plus que content d'avoir revenu à cet appel pour parler ensuite aujourd'hui de cet ouvrage passionnant. Franchement, je ne peux dire combien je suis fier quand je parcours cet ouvrage. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, j'ai aimé comment l'auteur parle de cet ouvrage, de l'histoire de la radio banane à la voix de la révolution, jusqu'à une époque à laquelle cette radio a commencé à faire la fierté non seulement de la Guinée, mais de toute l'Afrique et qui sait, de tout le monde entier. Et par exemple, quand il parle dans les pages 33 et 34 du rôle de la radio banane à la voix de la révolution, de ses heures d'émission, des annonces qu'elle fait à longueur de journée. Ensuite, j'ai en plus, pendant ma lecture, apprécié et j'ai observé l'objectivité entre les textes de cet ouvrage. Par exemple, quand l'auteur parle du président, il ne se permet pas de faire son éloge, mais il observe ses faits pour ensuite les peindre dans un style qui est le sien. C'est par exemple quand il dit, si vous reconnaissez, je cite, l'importance de l'information et de la communication, et que son slogan était informer, transformer et former. Donc informer, former et transformer, je veux dire. Et tout de suite, ça m'a donné à réfléchir. Et comme vous pouvez le savoir, j'ai pensé au slogan de l'ISIC, quand on dit ISIC, informer pour mieux, informer pour mieux informer et communiquer. Et que ce que vous a plus dit, plus l'homme s'exprime, plus il s'humanise, plus il s'identifie, plus il s'intensifie et plus il s'humanise. Voilà une affirmation qui m'a beaucoup plu et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Ce que j'ai en plus aimé dans cet ouvrage, c'est que, comme le disait l'auteur, une œuvre achevée n'est que à peu près de l'œuvre rêvée. Ça veut dire que l'auteur a certainement quelques aventures à nous faire partager qui vont dans le même sens et que nous attendons impatiemment dans les années à venir. On souhaite un peu. Alors, chers frères, amis, à vous tous qui m'écoutez, je vous dis ceci. Par-delà les commentaires, par-delà les affinités, que si ce n'était pas que ce seul ouvrage que j'ai acheté pouvait me suffire, j'aimerais acheter plusieurs pour les lire tous. Et à chaque jour, je vous remercie. Moi, je ne veux pas remercier le directeur général. Parce que vouloir le remercier, c'est noyer le bon dans le bon. Je me rappelle souvent, lors d'une rencontre, il disait que l'époque de laquelle nous parlons est une époque où nous n'étions pas dans la bénédiction divine. Mais moi, j'ai appris aujourd'hui, ça ne vaut pas d'abord 5 minutes, que le directeur général lui-même n'était pas dans la bénédiction divine. Parce que oui, parce qu'il est né en 1963 et nous parlons de 1955 à 50-55. Voilà, j'ai aimé quelque chose dans cet ouvrage. D'abord, l'ouvrage est écrit selon mon niveau. La compréhension est là. Les mots ne sont pas difficiles. Je dis bien selon mon niveau, j'ai très bien compris les mots qui sont là. Mais ce que j'ai plus aimé dans l'ouvrage, c'est que la radio qui était là, non seulement elle a été implantée ici en Guinée par les colons, mais les Guinéens ont fait en sorte que la radio soit une radio guinéenne. Et cette radio a servi le mouvement en place, enfin, d'arriver à l'indépendance, d'obtenir l'indépendance, j'allais dire, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour l'expression. Et ensuite, j'ai aimé la grille. Ici, le directeur général dit dans l'ouvrage que la grille qui était là touchait la sensibilité de toutes les couches sociales qui étaient là. Que tu sois pauvre,
riche, beau, alphabète ou analphabète, tout le monde se sentait concerné parce qu'il y avait ici des émissions éducatives, des émissions culturelles, contrairement aux radios de notre époque. Ici, il y a des radios aujourd'hui qui ne parlent seulement que du sport, de la culture, et moi, si je ne suis pas fan du sport, alors je m'en fiche de ce qu'ils disent. Et ensuite, j'ai aimé une partie surtout. Alors, le directeur général... Voilà, ce qui est plus important, ce sont les langues. Il a dit que dans cette radio, s'y trouvaient presque toutes les langues guinéennes. Les messages étaient diffusés en soussou, en manéké, ou comme en toma, comme vous le savez. Et les messages avaient deux directions. Il y avait une direction qui était destinée aux colons, il y avait une direction qui nous était destinée. Et les messages qui nous étaient destinés étaient faits en sorte pour ne pas que les colons sachent ce qui se disait. C'était de voiler le message en question. Mais je n'ai pas apprécié quelque chose dans l'ouvrage. C'est quoi? C'est que la vraie appellation de l'ouvrage, ce n'est pas la radio banane. La vraie appellation, c'est la radio Guinée. Maintenant, pour anticiper, je pose la question au directeur général de savoir pourquoi, au lieu d'expliquer la vraie appellation de la radio par le sobriquet qui est la radio banane, il a préféré expliquer le sobriquet par la vraie appellation de la radio. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour DG, bonjour messieurs les professeurs. Je suis là en tant que représentante de l'Armatan Guinée, mais vous oubliez que je suis aussi ancien étudiant de lycée. D'abord, je tiens à remercier vraiment les organisateurs de cet événement. Et je tiens à vous dire que vous pouvez être fiers de ce que vous faites de musique. Partout où je vais, partout où on va, on voit les grands journalistes, les grands hommes des maisons de communication, ils sont tous sortis de lycée. Pas plus tard qu'hier, j'étais à la Banque centrale pour la fête du 1er mars là, de la monnaie. Les journalistes qui étaient là, qui couvraient l'événement, c'était que les anciens étudiants de lycée. Je vais parler du livre. Ce livre, j'ai participé à la fabrication de ce livre. Je l'ai lu quand DG a envoyé le manuscrit. Je l'ai lu, j'ai eu à donner mes impressions à mon directeur. Alors maintenant, Dr Bangali fait partie des auteurs qui font les plus grosses ventes de la monde. Quand on a dédicacé en décembre, le 22 décembre exactement 2017, le stock de livres qu'on avait envoyé, c'était épuisé. On a fait une autre commande qui est venue, je crois, 2 mois. Et tous les jours, si l'Armatan fait 5 ventes de livres, de la radio banane à la voix de la revolution fait partie de ces 5 livres vendus par jour. Mais ce qui est grave, je dirais, c'est que les gens qui viennent acheter votre livre, ce ne sont pas des jeunes. Ce ne sont pas des jeunes. Ce ne sont pas des jeunes, c'est des gens de la génération de Dr Bangali. Ces jeunes, il faut vraiment que vous procurez ce livre-là. D'ailleurs, il est là, je l'ai envoyé. Le prix normal, c'est à 160 000, mais le prix étudiant, on le fait à 80 000. Aujourd'hui, à l'ISIC, je suis là. Vous pouvez l'avoir à 80 000. À l'Armatan aussi, ce sera pareil. Donc, on vous fait une remise de 50% sur le livre-là. Si vous êtes étudiant, bien sûr. Et seulement les étudiants. Et moi, pour terminer, je peux dire que je suis vraiment fière des actuels étudiants de l'ISIC. Mon ami Diomondé qui vient de passer là, ils sont passés à l'Armatan. À l'Armatan, on a chaque lundi, on tient un espace de rencontre qu'on appelle les lundis de l'Armatan, où on reçoit les jeunes qui ont des projets sur le Bonaparte Capital du livre ou des projets sur le livre. Diomondé est passé avec son équipe. Quand il a fini de faire son exposé, le directeur s'est levé, il a applaudi pour lui. Donc je suis extrêmement fière de l'actuelle promotion, des actuels étudiants de musique aujourd'hui. Et moi, je peux vous garantir que la 10e édition des 112 heures, je vais faire en sorte que la musique soit à l'école invitée d'honneur.
ils sont là dans les activités avec leur cahier, ils sont là à écrire. Le directeur me demande qu'est-ce qu'ils font. Je dis non, à chaque fois qu'ils doivent repartir à l'école, ils doivent vous présenter ce qu'ils ont fait. Ils disent c'est un devoir qu'on leur donne à musique, ils doivent restituer ce qu'ils ont fait ici. Il dit ah c'est bien, ça c'est intéressant ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les diplômes. Il faut soutenir. Organisateur de cette rencontre, également féliciter l'université ISIC qui est et reste l'un de nos partenaires dans l'exécution de l'ensemble de nos activités dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains. Donc l'université ISIC est l'un de nos partenaires. Nous effectuons beaucoup d'activités avec eux. Donc si nous voyons eux aussi se sont lancés, plus particulièrement les autorités se sont lancés dans le cadre de la promotion de la liberté de la presse, surtout à travers les œuvres, ce qui reste d'un avantage grandiose pour surtout nous les jeunes. Parce que nous constatons que l'œuvre qui est déjà à notre disposition s'adresse beaucoup plus à la jeunesse qu'à nos aînés. Parce que l'auteur se permet de retracer un peu les temps que nous n'avons pas eu la chance de les vivre, et ça nous permet également de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que l'histoire de la presse guinéenne a surtout évolué, et ce qui reste un grand actif pour nous. Et au nom d'Amnesty, je remercie l'auteur. Et dans le cadre des activités de promotion de la liberté de la presse, Amnesty tâchera de voir, parce que déjà nous travaillons avec des journalistes sur tout ça, tâcherons dans le cadre des activités de formation et tout. Nous verrons dans quelle mesure travailler avec les autorités de l'université ici pour faire également la promotion de ce livre, pour inciter beaucoup plus les jeunes à s'approprier de ce document qui est tellement riche et pouvoir les utiliser à bon escient. Donc c'est un peu ça, c'est ce que je pourrais dire. Merci, moi je suis toujours content d'être là, surtout pour des événements pareils. Comme vous le savez, on a été étudiants ici, après on a fait partir à peu près des leaders qui ont mené le groupe de notre promotion et tout. Et heureusement, on a soutenu aussi. Donc on est exemptés. Donc nous sommes exemptés de ce que disait tout à l'heure, madame. Voilà. Ce que j'apprécie beaucoup, moi en tant que communicant, c'est le titre. Peut-être, ce n'est pas celui qui parlait tout à l'heure du titre, si les journalistes ou les communicants, mais en tant que communicant, moi je trouve que le titre il est approcheur. Par exemple, si on disait de la radio guinéenne à la voix de la révolution, c'est un titre normal. Mais imaginez-vous de la radio banane. Ça incite, hein, sans savoir ce qu'il y a dedans. Quand vous entendez de la radio banane à la voix de la révolution, automatiquement, vous voulez savoir de quoi il veut parler en parlant de la radio banane. Donc, le connaissant, Dr Bangali, c'est quelqu'un qui a toujours aimé approcher et inciter. Voilà. Donc, je vois qu'il continue toujours. Mais le titre, pour moi, personnellement, je le trouve approcheur, je le trouve bon. Ça permet au livre de passer plus et de permettre à beaucoup plus de gens de lire. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le livre. Et je remercie tout un chacun. Ce sont déjà d'activités comme ça après qu'il faut développer, multiplier dans les universités, parce que ça permet à tout un chacun non seulement de se retrouver, mais sur le plan de la formation surtout. Donc merci à tout un chacun et j'espère qu'on va encore beaucoup plus se retrouver. Merci. La question est la suivante. Je voudrais demander à l'auteur, du point de vue communicationnel, est-ce qu'on peut considérer que Sékou Touré a utilisé la musique et éventuellement et la radio pour sa communication politique? Ma question est la suivante. Docteur, vous avez parlé des éditorialistes. Et quelque part, vous avez dit que la radio Banane n'a reçu aucune véritable formation en journalisme. Mais que les journalistes de la radio Banane étaient des vrais journalistes qui avaient de l'éloquence et qui avaient une capacité en matière de diffusion de messages, qui avaient une bonne plume, j'allais dire. Dites-moi, est-ce que ces éditorialistes n'étaient-ils pas
sous la force de Sékou Touré afin de diffuser les informations en sa faveur. Tout de suite, dans l'intervention de l'auteur, il a parlé d'indépendance de la Guinée. Je voudrais savoir quel jugement fait l'ouvrage ou l'auteur lui-même de la décision de Sékou Touré qui consistait à tout rompre avec la France dans une période où ses collègues, je vais parler de Senghor et de Houphouët, avaient accepté la coopération avec cette même France-là. Et est-ce que cela n'est pas à l'origine du fait que ces deux pays aujourd'hui nous dévancent sur certains plans? Moi, j'aimerais savoir si dans l'œuvre, vous avez pensé un tout petit peu pourquoi la radio a été, la radio a pris le nom Radio Banane, pourquoi avoir de la révolution. Est-ce que ça a été expliqué dans l'œuvre? Maintenant, j'ai une petite recommandation à vous faire. Quand on remonte un peu l'histoire en matière de journalisme, c'est les hommes de lettres, sociologues qui sont reconvertis en journalisme. Et vous, vous êtes parti du journalisme à la littérature. Est-ce que dans les prochaines années, on peut voir M. Bangali retracer un peu l'histoire de la littérature vers le journalisme? Ma question est de savoir, monsieur l'écrivain, vous avez parlé de votre œuvre de façon résumée, mais je veux juste savoir comment est structuré votre ouvrage. Nourriture de l'esprit. Guinéen pour sa communication politique. Peut-être que lorsqu'on prend un regard distancé de l'ouvrage, de l'époque, on peut se dire qu'on peut dire oui, peut-être il l'a fait à dessein. Parce que très tôt, Sékou Touré avait pris conscience que la radio était un instrument qui était efficace pour faire passer ses messages. Donc, du coup, faire se valoriser politiquement. Deuxièmement, pourquoi la musique? En fait, Sékou Touré a utilisé le folklore à dessein. Parce qu'il savait que sous la radio Banane, il ne pouvait pas faire passer certains messages si c'est traduit dans la langue française. Les Blancs, c'est pourquoi quelque part, quand vous lisez l'ouvrage, vous trouvez la radio un double langage. Un double langage parce qu'il y avait un langage qui était tenu pour les colons et un autre langage qui était distillé dans les langues du terroir à travers les chansons et qui ne disait pas, n'est-ce pas, ce que voulaient entendre les colons, mais ce que la population devrait entendre. Et j'ai vu le stigmate de cette réalité en 2010, en pleine campagne. Quand j'ai vu sur les banderoles vous avez vu? Tout de suite, je me dis, mais tiens, les gens sont en train de revivre les anciens slogans, n'est-ce pas? C'était comme ça que Sékou Touré s'exprimait. Parce que quand tu dis à un indigène, parce qu'on était des indigènes, un indigène, on n'avait pas de... Indigène, c'est qu'on n'avait pas de statut. Hein, c'est après qu'on est sorti de l'indigénat. Mais lorsqu'on utilise nos langues pour faire passer certains messages, en disant par exemple à la population, par exemple quand je prends l'indépendance, la chanson de Guéli Mamadou Kandé, pour dire aux gens qu'il faut voter pour l'indépendance, il y avait un refrain qu'il utilisait, bon, je ne peux pas le traduire en maléké parce que je ne suis pas forcément, je ne maîtrise pas la langue, mais à la fin il y avait un refrain, d'ailleurs, comment on appelle ça, André Lewin l'a écrit, il a vraiment écrit ça de façon claire. Il avait un refrain où il disait, à la fin, il disait toujours non, non, non. Vous avez vu? Mais c'était fait de manière voilée. Et les indigènes comprenaient le message. Donc le message était camouflé dans les chansons et Sékou Touré les faisait passer. Oui, je comprends. Parce que pour lui, et politiquement, il se valorisait. Il avait une force de pénétration dans la conscience collective de la population. D'accord? Et cela lui a valu vraiment d'être reconnu par la suite, en fait d'être plébiscité par la population. Si on a imaginé qu'il était avec d'autres partis politiques, il y en a qui ne voulaient pas l'indépendance, c'est ce qui m'amène par exemple à en marcher sur d'autres questions. Il y en a qui ne voulaient pas l'indépendance. Il a fallu attendre le 14 septembre 1958. C'est le 14 septembre 1958, finalement, qu'à la faveur d'une rencontre des partis politiques à la place Perron,
que tous les partis politiques ont fini par dire maintenant, oui, d'accord, nous partons vers l'indépendance. C'est pourquoi quand vous regardez la structure de premier gouvernement guinéen, c'était vraiment un gouvernement d'union nationale. Parce que c'était vraiment un gouvernement de consensus. C'est que tu es arrivé à le faire. Qu'est-ce qui a permis? C'est la force de ces messages qu'il a distillés à travers la population et la mobilisation populaire qui était derrière lui. Ça fait que les autres étaient finalement obligés d'aller vers l'indépendance. Voilà un peu la réponse que je pouvais donner. Hein. Je ne sais pas si j'ai été satisfait. Alors, la deuxième question, elle vient de So. Pourquoi la radio banane? En fait, la radio banane n'existe pas officiellement. Ce n'est pas un nom officiel. C'est la radio Guinée. C'est la radio Guinée ou radio Conakry. C'était comme ça. On appelle la radio territoriale radio Guinée. Mais comme c'est une radio qui avait été introduite pour une seule idée, pour une simple raison. En fait, les colons avaient constaté que les bananes pourrissaient au port. Et les bananes pourrissaient aussi dans les plantations parce que les planteurs n'étaient pas informés, ils ne savaient pas à quel moment les navires venaient. Vous avez vu? Alors, il y avait une perte énorme de production, de quantité de production. Et les Européens, ils avaient besoin de ça. Surtout, c'était les planteurs syriens, parce que quand on parle des les planteurs guinéens sont rentrés progressivement. Quand vous regardez l'histoire, ils arrivent la plupart 47, bon, 48, 49, 50, 51, etc. comme ça. Les coopératives des planteurs qui ont été créées. Mais les franco-syriens, les franco-libanais qui étaient là, c'était les plus grands planteurs, c'est eux qui avaient des très grands domaines. Donc, leur production pourrissait, ça se gâtait. Les Blancs ont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va introduire une radio. Comme ça, la radio peut informer les planteurs. Et en ce moment, en leur donnant l'heure d'arrivée et de départ des bateaux, ils peuvent acheminer leur production vers les ports bananiers de Benti et les ports bananiers de Conakry. Si vous prenez ceux qui habitent en ville, Nyangema, le marché de Nyangema, c'était là le stock, c'est là où on stockait les bananes. Quand les bananes venaient, c'est là-bas on les stockait et les camions venaient les prendre pour le port. C'est pourquoi jusqu'à présent le marché de Nyangema, là, ça sent de la banane. Hein, on appelle ça le marché de banane. Et la radio banane était dans vous savez, l'actuel commissariat central de la ville, en face de la BIC. C'est là-bas la radio banane existait. C'est là-bas son cas. Même quand vous montez, vous allez trouver qu'il y a encore les studios, la forme des studios. Donc c'était ça. Donc c'est ce qui a fait qu'on a introduit. Quand la radio a été introduite, comme sa vocation c'était d'informer les planteurs, c'est les planteurs qui l'ont donné le sobriquet radio banane. C'est ça. Il n'y a pas de nom officiel. Je n'ai pas trouvé un document officiel qui disait radio banane, créé à telle date. Non. Mais c'est un sobriquet que les planteurs ont donné à cette radio parce que ça faisait leur affaire, on appelait radio banane. Mais justement, c'est cette radio banane qui s'est imposée. Ça s'est imposé au détriment de la radio Guinée. C'est pourquoi en 59, quand on est revenu à la radio Guinée, voilà, c'est à partir de 59 on a commencé à parler de radio Guinée, dès qu'on a eu notre indépendance. Mais sinon, c'est la radio banane. C'est la même radio. La radio Guinée, en fait, qui a été déformée radio banane. Et comme c'est le nom qui a été célèbre, que tout le monde en parle, c'est pourquoi je dis radio banane, j'ai préféré prendre la radio banane. Et puis, c'est un nom accrocheur. Radio banane, voilà. La couleur de l'ouvrage, la banane est jaune. Peut-être l'ouvrage aussi, vous avez, et la radio, bon, là c'est un peu l'éditeur qui m'a proposé ça et on a dû trouver. Et la radio qui représente, qui est là, c'est les anciennes radios pendant la colonisation. C'est les anciennes radios. Vous avez vu, j'ai mis un régime de bananes, c'est pour illustrer un peu que ça. Comment pour illustrer un peu l'ouvrage. Alors, c'est pour. Oui, les éditorialistes de la Voix de la Révolution, j'ai bien dit qu'ils n'avaient pas reçu de formation spécifique en journalisme, comme vous le faites maintenant. Mais c'est des gens qui étaient formés idéologiquement. C'était des gens qui étaient formés sur le plan de la littérature, de la grammaire, de l'histoire. C'était des intellectuels chevronnés qui sont passés par l'école de la Révolution. J'ai dû poser la question parce que le prochain ouvrage, c'est les grandes voix de la Voix de la Révolution. Je vais essayer de travailler sur eux.
Mais lorsque j'ai posé la question à mon historien, mais comment se fait-il que vous arrivez vraiment à faire des éditoriaux avec toutes ces informations? Il me dit, d'abord, notre recrutement ne se fait pas au pif. C'est-à-dire que quand ils étaient à l'école, on identifiait des étudiants qui étaient brillants, qui avaient vraiment une certaine idéologie déjà, qui avaient déjà, comment on appelle, qui prenaient fait et cause de la Révolution, qui se distinguaient. Parce que nous-mêmes, on a vu cette époque, lorsque on était à l'école, à chaque fois des étudiants, on se confrontait intellectuellement, on organisait des conférences culturelles où les étudiants se confrontaient. Donc, on repérait les étudiants qui avaient un talent oratoire, qui avaient une certaine intelligence, qui avaient vraiment une certaine appréhension favorable de la Révolution. On les prenait automatiquement, on les envoie à la revoie de la Révolution. Ensuite, m'a dit, parce que j'ai dit, pour moi, il y avait peut-être une pression de Sékou Touré. Ensuite, maintenant, qui n'ont jamais reçu la pression de Sékou Touré. Il y avait que Boye, c'est-à-dire Boye Silla, qui était l'attaché de presse de Sékou Touré, qui est un Français, ok, je crois que c'était un Français, quelque chose comme ça. Il y avait un autre, il a dit là son nom, un des conseillers de Sékou, c'est eux qui leur parlaient, mais on leur disait jamais écrivez dans ce sens. Ça veut dire quoi, en quelque sorte? C'était des gens formés à l'esprit de la Révolution, formés à l'idéologie de la Révolution, formés à l'école de la Révolution, formés à la politique de la Guinée, à l'école, ou même dans la vie qu'on prenait, on les faisait venir. Comme ça, quand vous venez, vous êtes déjà formés. Vos réflexes, parce que Modisso l'a dit, eux, ils préparaient leurs éditoriaux. Hein, le matin, il vient et dit, bon, moi j'ai quelque chose à dire. Hein. On lit, et puis il passe à l'antenne. Et puis bon, c'est vrai, il y avait la charte éditoriale, il y avait la charte de l'information à l'époque, mais cette charte de l'information, tout devait aller dans le sens de la révolution. C'est pourquoi j'ai dit ça. Alors, quel jugement je vais faire par rapport à la décision de Sékou Touré d'aller à l'indépendance? Personnellement, et personnellement, je leur ai dit encore personnellement, je suis favorable. J'apprécie hautement la décision prise par Sékou Touré d'aller à l'indépendance. Même si à l'époque, Houphouët et Senghor étaient pour la communauté. Et bien ça aussi, je vais vous dire une chose. L'avion qui a ramené De Gaulle ici, en Guinée, il était avec Mesmer, son ministre d'outre-mer. Il a posé la question à Mesmer. Il dit, mais est-ce que tu penses que cette affaire-là, les gens vont tenir longtemps? Mesmer restait dubitatif là-dessus. De Gaulle lui a dit, je suis sûr que dans 2 ou 3 ans, les gens là, ils vont réclamer leur indépendance. C'est-à-dire, ils venaient en Guinée pour proposer à la Guinée la communauté. Mais déjà dans l'avion, ils doutaient que le pays allait aller vers ça. Mais je vais vous dire une chose, quand vous lisez la politique africaine de Houphouët, cette politique africaine, vous vous rendez compte que ça a été une trahison de Sékou Touré. Houphouët, Senghor, ils étaient tous pour l'indépendance. Mais nous avons eu la malchance parce que De Gaulle a commencé ici. Ils étaient tous pour l'indépendance. Et dès que Sékou Touré a dit oui, non à la communauté, oui à l'indépendance, et ils ont changé leur fusil d'épaule. À dessein. À dessein, parce que Houphouët avait promis à la Côte d'Ivoire qu'aucun pays de la sous-région n'allait se développer comme la Guinée. Je vais vous dire une chose. C'est des révélations, vous allez les vérifier auprès de certains tenants. Vous savez que le principal informateur de Sékou Touré, c'était Houphouët. De tous les complots que la France ourdissait contre la Guinée, le principal informateur, c'était Houphouët. Et pourquoi il le faisait? Parce qu'il savait que la France avait... Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire de la France et la Guinée, c'est comme une femme, une prétendante qui a abandonné un mari qu'il aimait beaucoup. Il savait que à tout bout de temps, la France pouvait venir à la Guinée, pouvait se retourner à la Guinée. Donc il fallait contrecarrer ça pour que les Français développent de plus la Côte d'Ivoire que la Guinée. Alors chaque fois, quand il y avait un complot ou bien quelque chose contre cette ville, Houphouët était le principal informateur, il informe. Et il dit, le matin tu commences par m'insulter. Et le matin, c'est ce que Sékou Touré fait. Il commence à insulter, il déjoue et tout. Sinon, le réseau Foccart a fait beaucoup de coups de tas en Afrique. C'est quoi? Foccart même a témoigné. Est-ce que vous savez que Foccart était un ami de Sékou Touré? Ils étaient amis par le truchement de Houphouët.
Parce qu'au fond, elle dit, à Foka, il ne faut pas que le jeune la meure. Il faut le garder. Parce que d'abord, le début de Sékou Touré, c'est Ofoé qui l'a mentoré. Le mentor de Sékou Touré, c'était Ofoé. C'est Ofoé qui le finançait. Il a vu vraiment un jeune bouillant, un jeune syndicaliste qui était bouillant, qui avait des idées. C'est Ofoé qui le mentorait. Mais on était dans une situation, hein, c'est comme les coépouses. Chacune voulait que l'homme, le mari le regarde de bon oeil. Alors elle a joué, la Côte d'Ivoire a joué la stratégie. Ils ont envoyé, comme Sékou Touré était impulsif, il a envoyé. Donc personnellement, notre indépendance, nous l'avons obtenue au bon moment. Et pour preuve, nous avons eu notre indépendance en 1958. 2 années après, les pays qui étaient dans la communauté ont commencé à réclamer leur indépendance. Ça veut dire qu'ils sont partis vers le nord, peut-être pour des raisons purement économiques, mais nous avons voulu avoir notre souveraineté. Et je pense qu'on ne le regrette pas. Je viens de rencontrer un Béninois qui a fait une thèse de doctorat sur la dette coloniale. Vous savez qu'à cause de la dette coloniale, on a renversé beaucoup de chefs d'État africains, dont les Modibo, dont les, comment on appelle la mise en ensemble, les mises en œuvre, même les Thomas, ils sont partis à cause de ça, n'est-ce pas? Ils sont partis à cause de ça. La dette coloniale, ça veut dire que toutes les exportations de pays qui sont dans la communauté française, la France prélève avant. La France prélevait les 40% qui revenaient au trésor public français. 40%. C'est maintenant ils ont ramené à 30%. Il y a un jeune béninois qui a soutenu là-dessus. Il a fait difficilement, le Quai d'Orsay a accepté de déclasser certaines archives pour que le bonhomme regarde. Il a fallu l'intervention du gouvernement canadien, parce que lui, il étudie au Canada, pour que les gens regardent comment ça se fait. Ça veut dire que le fait que nous avons été colonisés, vous payez. Laurent Gbagbo est parti pour ça, sinon il n'allait pas partir. Parce que, allez-y en Côte d'Ivoire, les investissements, l'hôtel d'Ivoire, tout ça là, la Côte d'Ivoire paye à la France. Et nous, grâce à Dieu, on n'a pas de dette coloniale. Et je pense que si on analyse tout ça, je peux dire que Sékou Touré a bien fait. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Il a bien fait de choisir non, de dire non, parce qu'aujourd'hui, la Guinée ne paye pas la dette coloniale. Contrairement à alors, j'enchaîne. Littéraire, journaliste, bon, je ne sais pas. En fait, moi, j'ai été mathématicien, j'ai eu le bac maths physique, j'ai fait l'université dans les calculs. C'est le destin qui m'a basculé dans les sciences de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, je suis en train de faire du journalisme de communication. Je ne sais pas, peut-être que ça peut revenir. Hein? Je ne suis pas trop friand des lettres, mais je suis friand quand même de la communication, du journalisme, etc., etc. Parce que, voilà, mais rien n'exclut, on peut toujours peut-être basculer dans des choses comme ça. Alors, la structure de l'ouvrage, vous allez regarder, je pense que là, vous parcourez l'ouvrage, vous verrez ma caméra. En fait, je commence par la première période, je commence par la contextualisation de l'époque, la petite histoire de la culture de la banane. Et puis je rentre dans la radio banane, je fais la radioscopie de cette radio. Et puis je ressors pour aller vers, comment on appelle ça, vers la période révolutionnaire, etc. Et là, vous verrez ça dans l'ouvrage, la structure, n'est-ce pas? Mais c'est que, pour résumer, il n'y a que les trois étapes 50-55, et puis 55-58, et de 58 jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Je pense, alors, je n'ai pas fini parce que il y a... il y a une groupe scolaire Future Génération. Une telle œuvre mérite d'être lue par les élèves et étudiants. Quelle est la stratégie mise en place pour les faire découvrir? Ouais, je pense que l'Harmattan est là, et évidemment, nous sommes entrés. C'est pourquoi on vous invite aussi à venir à venir participer à cette rencontre pour peut-être aiguiser votre curiosité et peut-être aller dans ce sens. Soit vous l'êtes diplômé de l'université Ouanfré, bon, je ne sais pas. Voilà, quel sort a été réservé à la radio banane de nos jours? En fait, bon, quel sort? Et moi, ce que j'ai regretté dans tout ça, c'est l'émetteur de la radio banane qu'on n'a pas retrouvé.
et qui était, jusqu'au moment où j'entamais, jusqu'au moment de l'arrivée des militaires au pouvoir en 2008, cet émetteur-là était disponible à Sampil. Parce que Sampil qui était le centre technique, le centre de relais. L'émetteur existait, il avait son KGB. Et lorsque Maturin est venu pour la reconstruction de Sampil, c'est à ce moment-là on a déplacé l'émetteur. Mais on ne sait pas où c'est parti. Personnellement, j'ai posé la question, je n'ai pas trouvé de réponse. Je pensais que c'était au musée, je suis allé au musée, on me dit qu'il n'y a pas d'émetteur là-bas. Là, bon, c'est un sort, parce que, vous savez, cet émetteur-là a servi à l'agression 22 novembre. Quand on était attaqué le 22 novembre, la radio, la voix de la révolution a été, parce que n'oublie pas que les Portugais leur base était à Bolivien, les PAIGC, c'est eux qui ont défendu la voix de la révolution. Donc à l'époque, la voix de la révolution n'émettait pas. L'émetteur de la radio Banane qui a pris le relais. Et pendant 6 mois, l'émetteur, la radio émettait grâce à la voix de la révolution. Et également lors de Koudjara. Le Koudjara aussi en 85, n'est-ce pas 85? Koudjara c'était le 9 ou le 29 juillet. C'était en juillet 85, le 4 juillet 85. Également, vous savez que la radio, la RTG a été bombardée. Alors, ça avait causé des dégâts et il fallait émettre, c'est l'émetteur de la radio Banane qui a encore servi de relève pour émettre. Alors, ça veut dire que c'était un émetteur fonctionnel. On ne devait pas le déplacer, on devait le garder dans les archives. Hein, et pour que les gens viennent voir au moins à quoi ça servait. Alors si à soir aujourd'hui, peut-être c'est ce que je me dis, et puis peut-être qu'on n'a mis aucune stèle pour parler de cette radio, d'accord? Parce que ça a été vraiment une radio qui a œuvré, qui a une histoire. Hein? C'est l'actuel RTG, hein? Bolobina a une histoire. Et cette histoire-là, il faut l'écrire. Parce que de 84 à nos jours aussi, c'est une histoire qu'il faut écrire. D'accord? Et cette histoire aussi, je suis en train de l'écrire. Voilà. J'ai d'autres ouvrages en chantier. Parce qu'il y a encore un ouvrage qui est pratiquement terminé. C'est la radio-télévision guinéenne face au défi du changement. Là aussi, c'est pratiquement fini. Il me reste un seul chapitre. Donc c'est pour vous dire que c'est une histoire des médias peut-être. Je commence par les médias parce que c'est mon domaine. Alors je travaille historiquement dans ce domaine-là. Peut-être plus tard, je vais travailler sur d'autres, parce que là je viens d'ouvrir un champ de recherche aussi sur la communication, surtout la crise identitaire en Guinée. Je suis en train de travailler, j'ai trouvé un consultant à l'international. Nous allons réfléchir là-dessus parce que quand on est intellectuel, il ne faut pas être lâche. Quand les choses arrivent dans ton pays, il faut les dénoncer, il faut les écrire. Comme ça, ça reste. Demain, on aurait joué notre partition. C'est lui qui va le dire, ouais, bon, il l'a fait. La lecture, c'est utile pour la jeunesse. Je vous dis aujourd'hui que je suis un homme comblé de joie, parce que cet événement m'a donné beaucoup de satisfaction. Mais je vais vous énumérer 4 satisfactions. Ma première satisfaction d'abord, c'est quand je vois nos anciens étudiants très actifs dans les médias du pays. Aujourd'hui, pour cette activité, vous avez un qui vient de la RTG Gouvernement et un autre qui vient de timeline.info. Ça, c'est déjà un motif de satisfaction pour moi. Ça veut dire qu'il y a de la bonne formation à l'ISIC de Koutiya. Deuxième satisfaction, c'est le courage de mon ami Dr Bangali Camara, que je vous demande d'applaudir. Dr Bangali Camara a osé, et il a réussi avec son ouvrage de la radio Banane à la voix de la révolution. Ma troisième satisfaction, c'est que cet ami m'a montré aujourd'hui que lui n'est pas un renégat, il n'est pas un intellectuel malhonnête. Il a essayé de rendre hommage aux compagnons de l'indépendance avec à leur tête le président Ahmed Sékou Touré. Alors,
C'est à travers la radio banane. Vous savez que la radio banane, il a dit tout à l'heure qu'il n'a pas trouvé de nom officiel pour cette radio. Mais cette radio était appelée Radio Conakry. C'est une radio qu'on a créée à Conakry après la première radio d'Afrique de l'Ouest qui a été créée en 1935 à Dakar pour la OF. Ça s'appelait Radio Conakry. Mais cette radio, pourquoi elle a eu le nom Radio Banane? C'était un rejet, une sorte de révolte de la population locale qui ne se sentait pas dans cette radio-là, dans les programmes de cette radio. Tout ce qu'on disait sur les actes de cette radio ne concernait que les Blancs. Les programmes de navires, le commandant, son chien est malade, il a été évacué sur Paris, il a été soigné et puis il revient. Voilà des choses qu'on retrouvait dans les programmes de cette radio. De la musique française, rien que de la musique française, rien de la musique des indigènes que nous étions. Alors voilà ce que nos devanciers ont essayé de corriger. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé son intervention sur cette partie-là. Ma quatrième satisfaction, c'est la qualité de l'organisation mise en place par mes étudiants en droit, qui prouvent qu'ils ont bien appris leur cours de communication événementielle. Ces étudiants-là, ils méritent d'être bien notés par leur professeur. Je ne sais pas qui est de l'histoire de la presse guinéenne. C'est un slogan qui colle parfaitement à l'événement. Moi, j'entends par la presse guinéenne les médias en général. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour inviter les auteurs ici présents de ne pas seulement s'intéresser à la radio. Il n'a qu'à voir d'autres champs de recherche, notamment la presse écrite, le journal écrit, qui a une histoire intéressante en Guinée. Le premier journal après les péripéties de l'histoire, le premier journal a été créé en France en 1631. Bref, ensuite, le premier journal en Afrique a été créé par les vendeurs d'esclaves. Et ce journal-là s'appelait Captain Gazette. C'était en 1890 en Afrique du Sud. Et le second qui est venu, c'était tout près à Sierra Leone ici, à Africa, en 1891. Il s'appelait Sierra Leone Advertiser. Et le premier journal en Guinée a été créé par les missionnaires catholiques, qui s'appelait Notre-Dame de Conakry. C'était en 1920. Ensuite, l'administrateur colonial a créé d'autres journaux comme Guinée française, Guinée nouvelle, Voix des planteurs, Écho guinéen. Et après 1946, avec la création de l'UNRWA, 1947, avec la création du PDG, Sékou Touré et ses compagnons ont eu le courage de créer leur propre journal qui s'appelait Phare de Guinée. Et Phare de Guinée a été interdit dès sa première publication. Ensuite, ils ont créé ce qu'ils ont appelé Bembeta. Non, d'abord coup de bambou. Quand ils ont créé coup de bambou, mais le colonisateur a dit, mais coup de bambou là, c'est contre qui? C'est contre les Français. Ils ont interdit aussi coup de bambou. Alors, c'est pour créer cette campagne toujours, ils ont pensé qu'il faut changer de nom. Ils ont dit Bembeta. Et comme il y avait aussi des expos de l'administrateur, ils sont venus sur la oreille de l'administrateur pour dire attention, Bembeta veut dire en sous-matin, coup de bambou. Bembeta aussi a été interdit. C'est après maintenant la conférence de Brazzaville, en 46-47, que les Sékou sont revenus pour créer le journal Liberté. C'est ce journal-là qui nous a conduit à l'indépendance. Et le 18 avril 1961, ils ont pris conscience de changer le nom de la Liberté. Parce que Liberté, c'est français.
Je dis qu'il faut traduire ça en langue nationale. Manika Soussoukoula, ça veut dire Horoya. Voilà comment Horoya est né. Alors, c'est pourquoi j'invite l'auteur de cet ouvrage-là de voir un peu du côté de la presse écrite. C'est une histoire intéressante. Et pour terminer, je vous invite à une autre conférence demain ici dans la même salle, pas de 10 heures, sur les PIC, qui va être animé par un Français qui est venu spécialement de Paris pour ça, pour visite. Il s'appelle M. Sylvain Troa. Je vous remercie. Procurant des sensations de bien-être, pour qu'heureuse soit notre jeunesse, pour qu'éduquée soit notre jeunesse. La lecture, moyen de